Alors que je montais un berceau pour mon fils nouveau-né, j'ai entendu ma femme dire à ses parents, « Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. Ce n'est qu'un chèque de paix avec des mains. » Sa mère a acquiescé doucement, « On obtiendra la garde quand il craquera. » Ma fille adolescente a murmuré, « Est-ce que je peux cracher dans sa nourriture ?» J'ai continué à visser, sans lever les yeux. Ce matin-là, elle et sa mère sont venues frapper à ma porte, en larmes, me suppliant de leur parler. C'est la pire semaine de toute ma vie. J'essaie encore de comprendre ce qui m'arrive. Pardon si ce récit part un peu dans tous les sens, mais j'ai besoin de le sortir. J'utilise un compte anonyme, pour des raisons évidentes. Je m'appelle Nathan, j'ai 38 ans. Ma femme, Megan, en a 36. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Elle a une fille, Skyler, 15 ans, d'une relation précédente. Je l'élève depuis qu'elle a 5 ans. Nous attendons notre premier enfant ensemble, un petit garçon que nous avons prévu d'appeler Liam. Il doit naître dans environ 3 semaines. Jusqu'à récemment, tout semblait parfait. Une belle maison en banlieue, des économies solides, et je croyais sincèrement que nous étions heureux. En fait, j'étais probablement l'idiot du siècle. Samedi dernier, j'étais dans le garage en train de monter ce berceau, un de ces modèles à assembler soi-même avec des centaines de pièces et des instructions incompréhensibles. J'y étais depuis un bon moment, totalement concentré. La porte du garage était entr'ouverte pour faire circuler un peu d'air. Juste au-dessus, la fenêtre de la cuisine. J'entendais Megan parler avec sa mère Bernice et Skyler. Au début, ce n'était qu'un bruit de fond pendant que je bricolais. Mais ensuite, j'ai entendu mon prénom. Et là, j'ai tendu l'oreille. Megan disait à sa mère qu'elle était stressée à cause du bébé. Jusque-là, rien d'anormal. Puis elle a commencé à se plaindre de moi. Que je l'agaçais. Que j'étais trop présent. Et puis, elle a lâché cette phrase qui me hante encore, elle a dit qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne m'avait jamais aimé, que je n'étais qu'un chèque de paix avec des mains. Juste ça. Sa mère n'a même pas eu l'air surprise. Elle a simplement répondu qu'elles obtiendraient la garde une fois que j'aurais craqué. Et puis Skyler, cet enfant que j'ai élevé comme ma propre fille pendant 10 ans, a demandé si elle pouvait cracher dans ma nourriture. Je suis resté là, figé, les mains sur la perceuse, le cœur à vif. J'ai continué à travailler en pilote automatique. J'ai terminé ce maudit berceau sans réfléchir, l'esprit noyé dans 1 million de pensées. Quand je suis rentré, elles souriaient toutes. Megan m'a demandé si je voulais déjeuner. Et moi, je n'arrêtais pas de repenser à ce que Skyler avait dit. J'ai failli vomir sur place, mais j'ai répondu que je n'avais pas faim. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai craqué, en silence. Depuis 6 jours, je fais semblant que tout est normal, pendant que je prépare mon départ. Je dors à côté d'une femme qui ne me voit que comme un distributeur de billets. Je prépare le petit déjeuner pour une ado qui veut salir ma nourriture. Je caresse le ventre d'une femme qui porte mon fils, alors qu'elle prévoit de me le prendre. Et le pire, c'est qu'en y repensant, les signes étaient là depuis longtemps. J'étais juste trop aveugle pour les voir. C'est moi qui gère les finances depuis notre mariage. Je gagne plus qu'elle, mais je n'ai jamais hésité à l'aider, elle et sa fille. J'ai payé pour que Megan reprenne ses études il y a quelques années. J'ai acheté à Skyler son téléphone, son ordinateur, ses vêtements, tout. À chaque fois, Megan tenait à garder des comptes séparés. Elle parlait d'indépendance. Maintenant, je comprends pourquoi. Hier, j'ai vérifié notre compte joint. Elle y transférait de petites sommes depuis des mois, assez discrètes pour passer inaperçues. J'ai consulté notre historique Amazon où on partage le compte et j'ai vu qu'elle commandait des affaires pour bébé, livrées chez sa mère. Des choses dont je n'avais même pas connaissance. Ensuite, j'ai relu nos messages. Tant de fois où elle m'a dit qu'elle travaillait tard, alors qu'en réalité elle sortait avec ses amis. J'ai trouvé des photos sur son Google Photos. Des dîners, des soirées, les mêmes soirs où elle prétendait être au bureau. Rien de concret qui prouve une infidélité, mais assez pour prouver qu'elle ment. Et maintenant, je suis pris au piège. Mon fils va bientôt naître. Je sais que Megan prépare quelque chose. Elle attend probablement d'accoucher pour se sentir en sécurité, et ensuite elle partira. Et sa mère est complice. Je n'arrive ni à manger ni à dormir. Je fais semblant d'être heureux, de me réjouir de l'arrivée du bébé, alors que je suis brisé à l'intérieur. Le pire, c'est de dîner avec elle, de sourire, de parler des prénoms, alors que je sais qu'elle ne voit en moi qu'un portefeuille. J'ai commencé à enregistrer nos conversations en secret, avec ma montre connectée. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Je documente tout.
J'ai téléchargé nos relevés bancaires, pris des captures d'écran des preuves. Chaque fois que Skyler me demande de l'argent ou de l'aide, je dois me mordre la langue pour ne pas lui demander si elle compte cracher dans mon assiette plus tard. Cet enfant à qui j'ai appris à faire du vélo. C'est moi qui l'ai accompagné pour son premier jour de collège, qui suis resté éveillé toute la nuit quand elle a eu une angine l'année dernière. Et maintenant, je réalise que tout était faux. Juste une comédie pour amadouer le porte-monnaie ambulant. Ce matin, Megan m'a demandé si je pouvais peindre la chambre du bébé ce week-end. Elle m'a souri en disant que le médecin lui avait conseillé de se reposer parce que sa tension était un peu haute. J'ai souri à mon tour, j'ai dit, bien sûr, pas de souci, alors qu'à l'intérieur, je hurlais. Je sais que je dois les confronter, mais je ne peux pas encore. Pas avant d'avoir tout préparé, pas avant d'être certain de pouvoir protéger mon fils. Parce que c'est la seule chose qui me fait tenir debout, savoir que je ferai tout pour être dans sa vie. Peut-être qu'à leurs yeux je ne suis qu'un salaire, mais je jure que je ne les laisserai jamais me prendre mon fils. Megan m'a envoyé des messages toute la journée à propos de la baby shower. Elle m'a demandé si je pouvais passer prendre des décorations en rentrant. Elle agit comme si tout était normal, comme si elle n'avait pas réduit notre vie entière en miettes d'une seule phrase. Le plus dingue dans tout ça, c'est que je dois dormir à côté d'elle ce soir. Je dois faire semblant de ne rien savoir. Faire comme si la personne que j'ai aimée pendant 10 ans ne me considérait pas comme un simple objet qu'on utilise puis qu'on jette. Je dois rester maître de moi-même, le temps de comprendre comment agir. Désolé si ce que j'écris est un peu chaotique, j'ai l'impression de perdre la tête. Si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, je suis preneur de conseils. Je ne sais même pas exactement ce que je cherche ici. Peut-être que j'avais juste besoin d'en parler, même à un inconnu sur Internet. Je vais parler à l'avocat la semaine prochaine. Je vais trouver un moyen de me protéger et de protéger mon fils. Mais pour l'instant, je fais juste tout pour survivre à chaque journée sans m'effondrer ni les confronter avant d'être prêt. Mise à jour. D'abord, waouh, je ne m'attendais pas à autant de réactions à mon dernier post. Merci à tous ceux qui ont répondu. Désolé d'avoir disparu, les choses ont été absolument chaotiques. Pour ceux qui auraient raté le début, je suis le gars qui a surpris sa femme enceinte en train de dire à sa mère que je n'étais qu'un chèque de paie avec des mains, et qu'elles allaient demander la garde dès que je craquerais. Ma belle-fille a aussi demandé si elle pouvait cracher dans ma nourriture. Jolie famille, hein. Donc, mise à jour rapide, Liam est né en bonne santé, 3 semaines plus tôt que prévu, 6 livres et 4 onces. Depuis 2 mois, je vis dans une sorte de zone grise, comme dans un mauvais rêve. Je fais semblant que tout est normal, tout en démantelant méthodiquement notre vie ensemble. L'accouchement était surréaliste. Me tenir là, couper le cordon ombilical, alors que je sais que sa mère me considère comme un guichet automatique sur pattes, regarder ce tout petit être, moitié moi, moitié quelqu'un qui me trahit dans l'ombre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans les toilettes de l'hôpital. Rien à voir avec les jolis moments magiques qu'on voit dans les films. J'ai lancé ce que j'appelle le protocole fantôme. Oui, même en pleine crise, je reste un geek. Voici ce que j'ai mis en place. J'ai vu un avocat le lendemain de notre retour à la maison. Ça m'a coûté $1000, mais chaque centime en valait la peine. Il m'a donné des conseils très clairs pour me protéger et faire reconnaître mes droits de père. J'ai commencé à rediriger une partie de mon salaire vers un nouveau compte, dans une autre banque. Pas assez pour qu'elle remarque un changement, mais assez pour me constituer un matelas de sécurité. J'ai acheté un enregistreur vocal à activation automatique que j'ai placé dans la chambre du bébé. C'est totalement légal dans mon état, au cas où vous vous poseriez la question. J'ai capté toutes sortes de conversations intéressantes quand je ne suis pas là. J'ai aussi loué un petit appartement à l'autre bout de la ville. J'ai payé 3 mois d'avance. Petit à petit, je déplace des affaires essentielles là-bas quand personne n'est à la maison. Juste des vêtements, des objets personnels, rien qu'elle remarquerait tout de suite. Je documente tout. Je prends en photo les articles que j'achète pour le bébé, je garde tous les tickets de caisse, je note chaque fois que je fais un biberon la nuit ou que je change une couche. J'ai créé un dossier partagé dans le cloud avec mon avocat. Il contient toutes les preuves, y compris les premiers enregistrements où elle parle de moi comme d'un simple revenu. Mais ce qui m'a le plus secoué s'est passé la semaine dernière. J'ai surpris Skyler en train de cracher dans mon café quand elle pensait que je ne regardais pas. J'ai une caméra de sécurité dans la cuisine. Je l'ai installée après mon dernier post. Elle a tout filmé en 4K. Elle a regardé directement la tasse, craché dedans avec un rictus, puis remué le tout avec une cuillère. Ce sourire m'a glacé le sang. Cet enfant que j'ai élevé depuis la maternelle, à qui j'ai appris à faire du vélo,
que j'ai emmené faire du shopping pour sa première soirée dansante, que j'ai aidé pour ses exposés de sciences, tous ces souvenirs me paraissent irréels maintenant, comme s'ils étaient arrivés à quelqu'un d'autre. Depuis que Liam est né, Meghan et sa mère Bernice sont pires encore. Elle m'exclut de toutes les décisions concernant mon fils. Hier, Bernice a suggéré qu'elle le prenne un week-end chez elle, pour que je puisse me reposer. Bien sûr. J'ai souri et dit que c'était très attentionné, tout en ajoutant cette idée à mon dossier de preuves. Ce qu'il y a de plus tordu, c'est Meghan, qui joue à la femme parfaite en public. Elle poste des photos de famille sur les réseaux sociaux, me tague avec des légendes dégoulinantes sur le père formidable que je suis. Et les commentaires sont remplis de cœur, venant de gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment. Elle envoie des messages à sa mère pour lui dire à quel point je suis agaçant parce que je veux porter mon propre fils un peu trop souvent. Oui, je peux voir ces messages. Encore un conseil de mon avocat, la sauvegarde cloud, c'est magique quand c'est toi qui as configuré tous les appareils de la maison. Je joue le rôle du papa épuisé mais dévoué. Je me lève pour les biberons nocturnes, je change les couches, je fais les lessives, pendant qu'elle se plaint à ses amis que je n'en fais pas assez. Le gaslighting est délirant. Elle me regarde faire quelque chose, puis affirme à quelqu'un que je ne le fais jamais. Le plus dur, c'est que j'aime vraiment être le père de Liam. Quand c'est juste lui et moi à 3 heures du matin, pendant les tétés, je lui murmure que je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Que je me battrai pour lui. Que, un jour, il connaîtra la vérité. Ensuite, je le remets dans son berceau et je vais dormir sur le canapé, parce que je ne supporte plus d'être à côté de Meghan. Mon avocat dit que j'ai construit un dossier solide pour obtenir au moins la garde partagée, voire plus, vu tout ce qu'on a documenté. Le plan se met en place, mais le timing est crucial. J'attends le moment parfait pour partir. Ce moment, c'est demain. Meghan, Bernice et Skyler vont faire du shopping pour l'anniversaire de Skyler. Elles seront parties toute la journée, centre commercial, déjeuner, puis manucure. Ce matin, pendant que Meghan était sous la douche, j'ai déjà chargé la voiture avec le reste de mes affaires. Dès qu'elles auront quitté la maison, je prendrai le berceau pliable de Liam, quelques affaires pour le bébé, et le chien. Elles ne remarqueront même pas. J'ai commencé à amener le chien plus souvent à la garderie canine, pour qu'il s'habitue à être ailleurs. La décision la plus difficile concerne Skyler. Malgré tout, j'ai été son père pendant 10 ans. Mais cette conversation enregistrée, et surtout ce moment où elle a craché dans mon café, je ne peux pas le pardonner. Elle est assez grande pour comprendre ce qu'elle fait. Elle sait que c'est mal. Et pourtant, la laisser derrière moi, c'est comme m'arracher un bras. Je lui ai écrit une lettre où je lui explique que, malgré tout, je l'ai aimée comme ma propre fille. Peut-être qu'un jour elle la lira et comprendra. Peut-être pas. Meghan ne cesse de me demander pourquoi je suis si silencieux ces derniers temps. Je lui réponds que je suis juste fatigué à cause du bébé. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Honnêtement, une petite partie de moi a hâte de voir son visage quand elle comprendra que je ne suis pas le paillasson qu'elle croyait. Que j'ai tout entendu. Que j'ai toujours eu 10 longueurs d'avance. Je vérifie constamment mon sac de départ pour être sûr de n'avoir rien oublié d'important. J'ai tous nos documents essentiels, certificats de naissance, carte d'assurance, les dossiers médicaux de Liam, mes papiers. C'est fou comme 10 ans de mariage peuvent tenir dans 2 sacs de sport et un sac à dos. Est-ce mal qu'une partie de moi soit excitée? Pas seulement pour la vengeance, mais pour la liberté. Pour ne plus avoir à faire semblant. Pour pouvoir respirer sans étouffer dans un océan de mensonges. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de mauvais. Peut-être que j'aurais dû les confronter tout de suite. Peut-être que j'aurais dû essayer de réparer les choses. Mais on ne peut pas réparer ce qui ne veut pas être réparé. On ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui ne vous a jamais aimé. Tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger, et protéger les innocents pris dans le feu croisé. Le plan est simple. Une fois installé dans mon nouvel appartement, j'enverrai à Meghan une capture d'écran de la vidéo de surveillance, celle où l'on voit Skyler cracher dans mon café. Rien d'autre. Juste cette image. Ensuite, je couperai mon téléphone pendant 24 heures, le temps qu'elle panique. Mon avocat la contactera le lendemain pour parler de la garde et lui envoyer les papiers du divorce. Souhaitez-moi bonne chance Reddit. La prochaine mise à jour viendra de mon nouveau chez moi, avec mon fils, en sécurité, prêt à commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon histoire, mais parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de refuser d'être une victime. Dernière mise à jour. Cela fait 3 mois depuis mon dernier message. Je ne comptais pas republier, mais tellement de gens m'ont écrit pour demander ce qu'il s'était passé que je me suis dit que je vous devais bien une conclusion.
Et puis écrire tout ça m'aide à faire le tri dans ce champ de ruines qu'est devenu ma vie. D'abord, Liam va très bien. Il a maintenant 4 mois et commence à babiller. Il a des poumons incroyables, il me réveille chaque nuit, mais franchement, je ne m'en plains pas. À chaque fois qu'il attrape mon doigt avec sa toute petite main, je me rappelle pourquoi toute cette douleur en valait la peine. La dernière fois que j'ai donné des nouvelles, je venais de partir, au moment où elle partait faire les courses pour l'anniversaire de Skyler. Je me suis installé dans mon nouvel appartement avec Liam, le chien, et tout ce que je pouvais faire entrer dans la voiture. Ce n'est pas grand-chose, un petit F2 avec une minuscule cuisine et une salle de bain où on peut toucher les 4 murs en même temps. Mais c'est chez moi. Personne ici pour m'appeler un chèque de paix avec des mains. J'ai envoyé la photo de Skyler crachant dans mon café, comme prévu. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai rallumé 24 heures plus tard. 97 appels manqués et environ 200 messages. J'ai pris des captures d'écran des premiers messages et je les ai mis dans un dossier que j'ai intitulé « À relire quand j'ai besoin de rire ». Ça a commencé par de la confusion, « Où es-tu ?», puis de la colère, « Réponds à ce foutu téléphone », puis de la panique, « S'il te plaît, dis-nous juste que tu vas bien ». Puis sont venus les messages de négociation, du genre « On peut arranger ça », suivi des supplications « Reviens à la maison, on a besoin de toi ». Le plus incroyable ? Pas un seul message ne parlait de Liam. Au début, tout tournait autour de moi, où j'étais, quand je rentrerais. Il a fallu des heures avant que Megan ne mentionne notre fils. Ça en disait long sur ses priorités. Le lendemain matin, mon avocat l'a contacté avec les papiers du divorce, incluant les modalités de garde que je demandais, une garde partagée, 50-50 pour commencer. Il y avait aussi des annexes, des copies des enregistrements et des captures d'écran des messages échangés entre elle et Bernice, où elle discutait de la façon de me gérer une fois le bébé né. C'est là que tout a réellement explosé. Megan et Bernice se sont pointés chez moi dans l'après-midi. Aucune idée de comment elles m'ont trouvé, probablement en suivant mon téléphone ou autre chose. Le regard sur leur visage quand j'ai ouvert la porte avec Liam dans les bras, ça a presque suffi à justifier tout ce cauchemar. Megan était dans un état lamentable, maquillage coulé, pas douché, portant les mêmes vêtements que la veille. Bernice semblait avoir pris 10 ans en une nuit. Elles sont restées là à pleurer, suppliant d'entrer. Je les ai regardées un moment, berçant doucement Liam, puis j'ai dit qu'elles avaient 15 minutes. Mais si elles élevaient la voix une seule fois devant le bébé, c'était fini. La conversation était complètement folle. Megan a juré qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit ce jour-là dans la cuisine, qu'elle était simplement stressée par la grossesse, que c'est Bernice qui l'avait poussée à dire ces choses, qu'elle m'aimait réellement, qu'elle ne pouvait pas croire que je lui avais volé notre fils. Pendant tout ce temps, je restais là, assis, pensant à tous les enregistrements que j'avais d'elle, répétant presque mot pour mot les mêmes mensonges quand elle croyait que je ne l'écoutais pas. Bernice a tenté une autre approche. Elle a commencé par dire qu'elle était déçue de moi, que je détruisais notre famille, puis elle a changé de ton et m'a menacé de me poursuivre en justice, affirmant qu'aucun juge ne donnerait la garde à un père qui kidnappe son enfant. Quand ça n'a pas marché, elle a proposé de l'argent, disant qu'elle m'aiderait à payer le loyer si je rentrais à la maison. L'audace de cette femme, qui m'avait traité de portefeuille sur pattes, et qui maintenant essayait de m'acheter, j'ai juste sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture et je les ai regardées pendant qu'elles entendaient leur propre voix résonner. Megan disant que je n'étais qu'un chèque de paix avec des mains. Bernice répondant qu'elles obtiendraient la garde quand je m'effondrerais. Skyler demandant si elle pouvait cracher dans ma nourriture. Puis la conversation d'il y a 2 nuits après la naissance de Liam, où Megan disait à sa mère que j'étais trop collant avec mon bébé, et qu'il fallait régler ça. Et pour finir, la vidéo où Skyler crache réellement dans mon café. Megan s'est effondrée, pleurant si fort qu'elle n'arrivait plus à respirer. Bernice est restée silencieuse, ce genre de silence glaçant que seules les femmes âgées peuvent avoir quand elles réalisent qu'elles ont complètement perdu le contrôle. Elles m'ont demandé si elles pouvaient prendre Liam dans leurs bras. J'ai dit non. C'est là que la vérité est enfin sortie. Sans mon revenu, elle ne pouvait plus payer l'hypothèque. Megan avait explosé 3 cartes de crédit que je ne connaissais même pas. Bernice comptait sur moi pour les entretenir pendant qu'elles se concentraient sur leur bébé. Apprendre que j'avais gardé des preuves de chaque chose horrible qu'elles avaient dites dans mon dos, et que je préparais ma sortie depuis des mois, les a complètement anéantis. Quand elles sont parties, je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni colère. Juste du vide. Comme si j'avais couru sous adrénaline si longtemps que, quand tout s'est arrêté, il ne restait plus rien. Les semaines suivantes ont été floues, entre réunions avec les avocats, négociations sur la garde et l'apprentissage de la vie de père célibataire. L'arrangement temporaire me donnait Liam 4 jours par semaine, elle l'avait 3.
Chaque remise de l'enfant était extrêmement tendue. Elle essayait de provoquer des disputes, je restais de marbre, je parlais uniquement de l'emploi du temps de Liam, je remettais son sac à couche et je partais. Skyler m'a envoyé un message quelques semaines après mon départ. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle s'ennuyait de moi, qu'elle voulait qu'on parle. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite, c'est de ne pas lui répondre. Cette gamine que j'ai bordée chaque soir pendant 10 ans, celle dont je chassais les cauchemars. Mais chaque fois que je commençais à faiblir, je revoyais son visage, celui qu'elle avait quand elle a craché dans mon café. Cette cruauté si banale. Depuis combien de temps faisait-elle ça? Certaines blessures ne guérissent jamais. La date d'audience est arrivée plus vite que prévu. Mon avocat a assuré. Il a présenté toutes les preuves, les enregistrements, les messages, la vidéo. L'avocat de Meghan a essayé d'argumenter que je les avais piégés, que les enregistrements étaient illégaux. Ce n'est pas le cas dans notre État. Le juge n'en a pas tenu compte une seule seconde. Un coup d'œil au relevé financier montrant que Meghan cachait de l'argent et des cartes de crédit a presque tout scellé. Le jugement final m'a accordé la garde physique principale. Meghan a un week-end sur 2 et un dîner par semaine. Elle doit me verser une pension alimentaire, ce qui est assez ironique vu son commentaire sur le « chèque de paie avec des mains ». Elle a dû emménager chez Bernice après la vente de la maison, car elle ne pouvait pas payer un loyer seule. C'était il y a 2 mois. Depuis, les choses se sont stabilisées. J'ai trouvé un meilleur appartement, 2 chambres cette fois, avec un petit jardin pour le chien. J'ai commencé une thérapie, un grand merci à BetterHelp, ça vaut chaque centime et j'ai rejoint un groupe de papas célibataires qui se réunit au parc le samedi. Et devinez quoi? Je ne suis pas le seul gars à avoir découvert que sa femme le voyait comme un distributeur de billets. Les histoires que ces hommes racontent feraient friser les cheveux de n'importe qui. Meghan a changé aussi. Étrangement, elle est devenue une mère plus attentive pendant le peu de temps qu'elle passe avec Liam. Elle est présente à chaque visite, toujours ponctuelle. Elle m'envoie des messages les jours où elle ne l'a pas pour demander comment il va. Peut-être que perdre la garde a été le choc dont elle avait besoin. Ou peut-être qu'elle joue simplement sur le long terme. Quoi qu'il en soit, je garde tout bien documenté, au cas où. Bernice, elle, me déteste toujours autant. Elle envoie des cadeaux passifs-agressifs pour Liam, accompagnés de petits mots disant qu'il devrait être avec sa maman. Je les mets directement dans une boîte. Une boîte que je garde pour plus tard, quand il sera assez grand pour poser des questions sur ce qui s'est passé. Il mérite de connaître la vérité un jour, mais pas la version édulcorée qu'elles essaieront sûrement de lui raconter. La chose la plus étrange, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, au moment du dépôt. Meghan m'a demandé si on pouvait essayer à nouveau. Elle m'a dit qu'elle avait compris ce qu'elle avait perdu. Qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne savait pas comment le montrer. Je l'ai juste regardé, tenant notre fils dans ses bras. J'ai pensé à la paix qui règne dans mon petit appartement aujourd'hui. À ce sentiment de sécurité. Au fait que je n'ai plus à me demander si quelqu'un crache dans ma nourriture ou parle dans mon dos dès que je sors d'une pièce. Et j'ai dit non. Son visage, quand elle a compris que je le pensais vraiment, que c'était définitif, c'est à ce moment-là que je me suis enfin senti libre. Voilà où j'en suis, 1 an plus tard. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais peut-être celle dont j'avais besoin. L'anniversaire de Liam est le mois prochain. Je prépare une petite fête, juste nous 2 et quelques amis proches. Meghan aura son moment à elle avec lui le lendemain. Nous ne sommes ni amis ni ennemis. Juste 2 personnes qui essaient d'élever un enfant sans trop l'abîmer. Il y a des jours où la solitude me pique un peu. Des silences qui résonnent plus fort que je ne voudrais. Mais ensuite, il y a Liam. Son rire, ses petits doigts qui s'accrochent aux miens, ses yeux qui me cherchent dans la pièce. Dans son regard, je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas un homme brisé. Je suis son papa. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. J'aurais pu répondre à la haine par la colère. J'aurais pu chercher à me venger, blessé comme j'ai été blessé. Mais j'ai choisi de faire autrement. J'ai choisi la paix. J'ai choisi la vérité. Et surtout, j'ai choisi mon fils.